Jean-Paul Rouland, la télé, c'est vous, vous êtes la télévision. Le générique qu'on vient d'entendre, vous nous le faites, faites-nous le tien, l'ORTF. Et là, ça démarre. Ça s'ouvrait, Ça s'ouvre. et on disait bonsoir. Oui. Et on vous voyait avec votre grande moustache. Déjà, mais elle était rousse. Oui. Et personne l'a su parce qu'on faisait du noir et blanc. Voilà. Donc elle était noire. Parce que vous, Jean-Paul, c'est combien d'années de télévision? Et radio, n'en parlons même pas. Mais... Écoutez, vous ferez le calcul vous-même. Nous avons débuté à la télévision en 52. Oui. 52. Il y avait encore l'ancienne définition et on faisait la même émission 2 fois. J'ai commencé en faisant une émission pour les enfants, Bidibi et Bamban, avec Guy Bedos. Avec Guy Bedos, extraordinaire. Ouais. Et il était gamin, pratiquement comme vous d'ailleurs. J'étais un gamin, mais bien sûr, puisque je suis né en 28. C'est ça, 93, printemps. On va dire, 93 printemps. une vie de bonheur. On a l'impression d'un gamin qui s'est toujours amusé Mais comme un gosse. Tout à fait, tout à fait. Et on a fait beaucoup de jeux. C'est pourquoi on s'est spécialisé avec Bellemare et mon frère Jacques dans les jeux. Oui. On n'a pas cessé de jouer et je joue encore. Et les blagues, parce que la caméra invisible, c'est vous. Nous avons commencé dans une émission qui s'appelait Le Bon Numéro. Et la première émission que nous avons faite, c'était d'enlever un moteur à une voiture. Dans une descente, il y avait une station-service. La voiture s'arrêtait là. C'était Jacques Legras, déjà, qui était au volant. Il disait, s'il vous plaît, vous faites le plein, vous voyez l'huile, le niveau de l'huile. Hein, et où sont les toilettes? Et il partait. Et le gars me faisait le plein, il ouvrait le moteur et il restait pétrifié puisqu'il n'y avait pas de moteur dans la voiture qui venait d'arrêter là. Voilà, ça c'est la C'était première. une télévision de garnement. De garnement. C'était des gamins qui s'amusaient. Oui, absolument. Vous étiez des artisans. Hein. Vous inventiez. Alors, vous avez cité Bellemare, votre frère Jacques Rouland, formidable. Ouais, ouais. Alors, tous ces gens-là inventent la télévision, évidemment. Ben, c'est-à-dire qu'on a inventé puisqu'il n'y en avait pas avant. faut bien qu'il y en ait qui... Enfin, alors, faut pas oublier qu'il y avait Jean Nohain à l'époque aussi. Et quand on faisait à la télévision les premières émissions avec Guy Bedos, c'était toujours le théâtre pour enfants, Bidibi et Bamban. Oui, Bidibi. Bon, alors vous inventez des feuilletons, vous inventez des concepts d'émissions, bien sûr. Vous écrivez des pièces de théâtre, vous écrivez des romans policiers. Vous n'arrêtez pas. Hein. J'ai pas arrêté. C'est vrai, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Et je m'ennuie toujours pas, à 93 ans. Ouais, un roman policier qui a été adapté au cinéma avec Philippe de Broca, Tendre poulet avec Philippe Noiret et Annie Girardot. J'ai eu cette chance de signer avec Audiard, Girardot, Noiret et de Broca. Ouais. C'est quand même formidable. Et d'avoir écrit une pièce de théâtre qui s'appelait Reviens dormir à l'Élysée, avec la première femme présidente de la République française. Et nous avons joué 8 ans à la Comédie Comartin. Oui. Ça vous dit quelque chose? Je me souviens de Reviens dormir à l'Élysée. Reviens dormir à l'Élysée. Alors, vous n'êtes pas un triste, vous. Hein. Vous avez toujours aimé rigoler. Hein. Ah ben, il faut... Vous savez, je crois que la vie est gaie à partir du moment où vous la prenez vous la mangez à pleines dents. C'est formidable, la vie. Moi, tous les matins, le plaisir de respirer. Vous vous réveillez, on vous dit, je respire. Quelle joie de respirer. Parce que celui qui a avalé de travers, qui n'a pas eu ça, sait très bien que c'est un drôle de problème. Ouais. Tu seras un clown. C'était le titre de votre première autobiographie. Oui, c'est Vous auriez vrai. voulu être un clown? C'est-à-dire que, oui, j'aurais voulu être clown. Maman me disait, on en fera un clown de celui-ci. Et je la faisais rire beaucoup. Et j'ai eu le malheur de la perdre, j'avais 8 ans. Elle m'avait tout donné. La tendresse pour toute la vie. Et je dois dire que j'étais devenu adulte à 8 ans. Ouais. Voilà. Et j'ai fait, en effet, un livre qui s'appelait « Tu seras un clown, mon fils Oui. », dans lequel je raconte tout ça. Là, vous en faites un qui s'appelle Bon papa, pourquoi t'es pas mort à la guerre? Alors, c'était un énorme bouquin formidable, savoureux. C'est votre petite fille qui vous a demandé ça un jour. Voilà, parce qu'elle se pose des questions. Mais c'est vrai que vous avez connu la guerre, évidemment. Dans des Oui, bien conditions, sûr. Ben oui, surtout qu'il faut bien dire les choses. C'est ce que je raconte dans ce livre. Hein. En 42,
En 44, pardonnez-moi. En 44, au mois de mai 44, mon père, on habitait Paris, nous habitions Paris, nous dit, mes enfants, il va se passer des choses abominables à Paris. Allez donc tranquillement chez votre grand-mère à Avranches. À Avranches, on a tout eu, le débarquement, tout. Là, on C'est ce voit- qu'on a ah ouais. appelé la prémonition paternelle. Avant de voir cette photo, on voit Bellemare derrière vous, là, dans ces émissions. Ah, ouais. C'est-à-dire, vous allez d'abord, on va dire, oh, vous êtes un rigolo. On va le voir que vous êtes un rigolo. Ben, Et vous allez vous retrouver dans une école de spectacle où vous allez croiser Aznavour. Alors ça, c'est pendant la guerre, en effet, c'est avant de partir à Avranches, puisque c'est en 42, et en 42, je rentre au centre du spectacle, où il y a Aznavour, Poiret, Mouloudji, Legras, et tous ces gens-là sont déjà là. Et je vais apprendre le métier de comédien avec eux. Et Aznavour, je me souviens très bien de cela, il jouait du piano déjà merveilleusement bien, il jouait du jazz, et le jazz était interdit en 42, pendant l'occupation. Et Oui. on allait tous l'écouter. Allez, vas-y, joue du jazz. Et il jouait du jazz. Vous allez même faire une figuration dans Les Enfants du Paradis de Marcel Carné. Je suis un enfant du Incroyable. paradis. Je suis un enfant du paradis. Je suis à côté de Gaston Monod. Vous n'avez pas la photo de ça? Oh, bon, on va la chercher pour Ouais, la la prochaine chercher, fois, oui. absolument. Mais Vous êtes un enfant du paradis. Je suis un enfant du paradis. Je suis Voilà, au on la paradis. voit, la photo, là. Alors, je suis à côté de Gaston Monod, voyez-vous, qui est là à côté, qui était un comédien connu. Et j'ai 14 ans. Voilà. Je suis un enfant du paradis. Ouais. Et alors, vous savez quoi? Je vais vous le dire, vous êtes formidable. Ah, ça fera un bon titre d'émission, ça. Ça a fait un bon titre d'émission. C'était en 56 sur Europe. Europe venait d'être créée en 55. Et c'est une idée de Jacques-Antoine. Il faut dire que Jacques-Antoine était un génie. Il a tout inventé à la radio. Tout inventé à la radio. C'est lui le premier qui a eu l'idée de dire « Vous êtes formidable, vous qui nous écoutez ». C'était la C'est première l'auditeur. peu télé-réalité. C'était la l'auditeur première. qui rentre Tout pour la à première. fait. Vous inventez ça. C'était la première fois. C'est Jacques-Antoine qui a inventé ça. Et il a pris la grande voix de Bellemare, qui a été magnifique là-dedans aussi. Vous êtes formidable. Padadam, pam, 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 padam, pam, Et là, arrivait quoi? Arrivait quelqu'un lambda non. qui devenait reine d'un jour, quoi. Non, Formidable. on demandait, non, pas du tout. Oui. C'était à la radio et on s'adressait aux gens, on disait actuellement on a besoin de vous. Écoutez, Oui. je vais vous dire. C'était une émission de solidarité. De voilà. solidarité. Ouais. On a fait un truc qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Nous avons fait une émission le 13 juillet, la veille du 14 juillet, en demandant à des gens qui partaient en vacances, en famille, de venir passer boulevard Haussmann où étaient nos bureaux. On avait fait venir 50 gamins qui n'allaient pas partir, qui n'avaient pas les moyens de partir, et on les a fait prendre par les voitures en passant. Qui pourrait faire ça aujourd'hui? Les gens, les parents échangeaient leur numéro de téléphone, enfin les endroits où on pouvait les joindre, leur carte d'identité, et ils emmenaient Oui. les gamins. Non mais attendez, mais Jean-Paul, il y avait une seule chaîne de télé. Vous étiez tout puissant. oui. Tout le monde vous regardait. Absolument. En noir et blanc. Oui. C'est vrai. Non, oui. C'était la radio, attention là. Oui. C'est pas la télé, c'était sur Europe. Vous êtes formidable. Oui. Faut pas l'oublier. Et la télévision, il y avait pratiquement peu de monde avait de poste à l'époque. au Oui, début. on faisait parallèlement la tête et les jambes, et vous êtes formidable sur Europe. Ouais. Voilà. J'ai des noms, c'est Le Bon Numéro, c'est Pas une seconde à perdre, c'est Cavalier seul, Ouais. ou Laurent Fabius, Tout à fait. du cheval. Voilà. Débutant. On l'appelait Lolo. Il s'appelait Laurent. C'était Lolo. Et c'est Lolo qui a remplacé son frère. Car son frère était un champion équestre. Et donc, il a eu un problème. Il ne pouvait plus venir. Et on a cherché quelqu'un. Il a dit, ah ben, prenez mon petit frère Lolo. Et c'est Lolo qui est venu et qui a été candidat. Et moi, je faisais le reportage sportif, parce qu'il serait en faisant un tour
un tour équestre, et c'est moi qui l'interviewais, et j'y connaissais rien du tout, mais enfin je faisais tout. J'ai un secret, au nom de l'amour. Voilà des titres d'émission. Ouais. Et vous inventez. Alors avec Bellemare, vous vous associez tous les deux, vous faites rentrer votre frère Jacques. Tout à fait. Hein? Tout à fait. C'est-à-dire que en 58, au moment où on éclate avec justement la tête et les jambes, hein, on va créer Tessie Press. Et pendant 30 ans, de 58 à 88, nous allons faire toute notre carrière avec Pierre et moi, c'est-à-dire sans jamais une engueulade. Jamais. C'est assez fou ça même. Pierre Bellemare, quel personnage. Qu'est-ce qu'on peut dire de Pierre? On peut dire que c'était une locomotive, je ne peux pas mieux vous dire. Moi, je mettais le charbon, parce qu'il faut que ça avance, la locomotive, il faut des idées. Moi, je mettais le charbon dans la locomotive, mais c'est une locomotive. Il était indestructible. Il avait une telle concentration que on aurait pu mettre un pétard sous sa chaise, il ne l'entendait pas. Formidable personnage, merveilleux. Ouais. Ah oui, merveilleux. Et pendant donc 30 ans, nous allons faire des émissions. Et puis au bout de 30 ans, arrive 88. Comme je suis de 28, eh ben, on me dit c'est l'âge de la retraite, puisqu'on venait de passer à 60 ans. Et je dis, on va faire un état. Qu'est-ce que vous allez me donner? Vous allez me donner tout ça pour ne rien faire? Mais je m'en vais. Et je suis parti. Je suis un des plus vieux retraités de France. Vous avez tout connu, Jean-Paul. Alors, Cognac G, quand même. Qu'est ce bâtiment? Ben oui. Hein, ces émissions là-bas, vous vous rappelez de tout, de Tchernia, d'Arger. Tchernia d'Arger qui était tout de suite renvoyé. Il a été renvoyé 4-5 fois. Parce que on voyait les accords d'Évian et on retombait sur d'Arger après avoir fait un reportage sur place. Il disait, passons aux choses sérieuses, les sports. Et le lendemain, il s'est foutu à la porte. Comment voulez-vous? Et Tchernia, Pierre Tchernia. Pierre Tchernia, Quand même. grand ami, il était de 28 comme moi. Et je dois dire que c'était un personnage merveilleux. Il avait tout fait aussi, lui, les reportages, les idées, tout ce qui nous a amenés. Et Cognac G, puisque vous parlez de Cognac G, je vais vous dire, ça a été une chose formidable pour moi. Pendant la guerre, Charles Trenet, pour moi, était le Victor Hugo de la chanson. J'avais tous ces petits formats, je jouais au piano, pas très bien, mais je jouais au piano, je m'accompagnais et je chantais, je connais toutes les chansons de Trenet. Et puis je commence à faire la télévision, et là, c'est donc en 58, je vais faire cette émission à Cognac G, tous les dimanches, dans Sport Dimanche, avec Marcillac. Oui. Je faisais des sketchs. Raymond Marcillac. Raymond Marcillac. Et je faisais des Qui sketchs. va faire débuter Michel Drucker. Et voilà, exact. Je l'ai vu arriver. Je l'ai vu arriver. Et donc, j'arrive un dimanche pour faire cette émission. Et je rentre en même temps. Qu'est-ce que je vois? Je m'arrête. Ah, Charles Trenet qui arrive. Et j'avais fait le vendredi une émission en direct sur, parce que je faisais en plus de ça des tas d'émissions, une émission en direct sur le Grand Guignol, un théâtre de Grand Guignol, le théâtre de la peur. Et je monte dans l'ascenseur, Trenet me dit, vous connaissez le chemin, vous allez me montrer. Je me trouve devant donc mon idole. Il me dit, j'ai regardé votre émission vendredi. Je fais, ah. Et il me dit, un petit chef-d'œuvre. Ça, c'est bien. Ça a été fini. Ah ben, alors là, à partir de là, les critiques n'ont jamais existé pour moi. Jamais. Ça tombait comme ça. Et j'avais eu l'approbation, pour moi, d'un dieu de la chanson. Ouais, ouais. Alors c'est la télé de Pierre Sabag, c'est la télévision de Catherine Langer, la speakerine, Bah oui. c'est Jacqueline Cora qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Qui vient de nous quitter voilà. il y a quelques jours. C'est oui. une télévision. Comment on pourrait raconter cette époque-là, Jean-Paul? C'était une famille. Nous étions une famille avec nos spécialités. Moi, je me souviens que j'ai fait une émission le 11 novembre au soir. Je faisais une émission qui s'appelait Tintinabule. Et je rencontre Catherine qui fait « Jean-Paul, vous avez songé que c'était le 11 novembre ?» J'ai dit « Bah oui, alors ?» Parce qu'elle avait un décalage par rapport au ton qu'avait pris le journal et tout. Après ça, on pensait à une famille, je ne peux pas mieux dire. Ouais. On était tous très proches les uns des autres. Et alors, la radio, la publicité, c'était la réclame. Vous étiez un spécialiste de la réclame. Ah oui. Hein? Il fallait que les feuilletons étaient subventionnés par des marques publicitaires.
Pas à la télé, hein. Oui, à la radio. Oui, oui, à la radio, bien sûr. Mais j'ai pas fait de feuilleton à la radio. Mais je me souviens mais je vais plus loin. La TSF, car j'ai connu, oui, avant-guerre, c'était la TSF. Mon père avait une grande antenne et il avait la TSF. Et alors, le dimanche midi, il écoutait Bach et Laverne. C'était deux comiques. Oui, deux humoristes chansonniers. Chansonniers qui faisaient, et il fallait se taire. Alors, moi, des années plus tard, lorsque nous faisions nos émissions du midi, c'était le midi avec Bellemare, puisqu'on faisait 11h30, 13h sur Europe 1. Hein. Et donc, j'ai rencontré des gens, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, cela, qui me disaient « Ah, voici l'homme que je maudissais tous les jours. » Pourquoi? Parce que mon père nous imposait le silence pour vous écouter à la radio. Et je me suis pas rendu compte, en effet, que j'avais fait la même chose. Mon père avait fait la même chose aussi. Mais le succès, parce que c'est vrai qu'avec Bellemare, vous videz les rues de France quand il y a... vous êtes formidable. Les gens rentrent écouter la télé ou la radio parce que, voilà, tout s'arrête. Oui, c'est vrai, mais alors à nouveau, je répète, Jacques-Antoine, qui avait ce génie, n'est-ce pas, de penser à ça, la tête et les jambes. La tête, un homme répond à des questions sur un sujet qu'il connaît bien, et puis quand il perd, il se fait rattraper, c'est le rachat, c'est humain. Et c'est un sportif qui prend la suite. C'est le premier qui a fait ça, c'est quand même pas mal comme trouvaille. Ouais. Plus toutes les autres. Fort Boyard qui continue encore. Jacques-Antoine. C'est extraordinaire. Le deuxième volume de vos mémoires, ça s'appelait La vocation du bonheur. Oui. Mais c'est vrai, vous avez eu la vocation du bonheur. J'ai en effet la vocation du bonheur. C'est vrai qu'on peut dire ça. Je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer et j'ai toujours laissé glisser la mauvaise humeur. Je n'ai gardé que la bonne humeur. C'est tellement mieux. Oui. La bonne humeur, c'est finalement donner du bonheur aux gens. La joie de vivre et de la partager. La partager. Quand on arrive quelque part, vous savez, on rigole. Hein, et on faisait ça entre nous, d'ailleurs aussi, parce que on faisait pas que des émissions sérieuses, on les faisait sérieusement. Mais on avait toujours le clin d'œil, c'est-à-dire la dérision. On oublie ce mot-là, mais c'est la dérision et l'autodérision. Oui. Jamais de méchanceté. On va reparler de la caméra invisible. Jamais. Mais jamais de méchanceté. Jamais. Jamais. Tout ce qui pouvait faire peur, on ne l'a jamais fait dans la caméra invisible. On y faisait très attention à cela, à ce que ça ne choque pas et que les gens n'aient pas peur. Oui. Il ne fallait pas avoir peur. On se moquait pas, ou gentiment. Gentiment. C'était la dérision. La dérision. La dérision et l'autodérision. C'était jamais humiliant. Jamais. Jamais. Jamais vexant. Jamais. Alors, il y a des sketchs qui sont absolument mémorables. Je sais pas, on en a tous en mémoire. Oui, enfin, Jacques Legras, à l'ORT, à la maison de la radio, renseignement. Et on ne comprend pas un mot de ce qu'il dit. Et il y a des gamins qui viennent et il fait « Vous prenez chez mon vidéo sur le troisième étage, et puis alors, il s'est le quatrième. » Je me souviens de et alors, ça, ils regardent ça comme ça, et ils ont le fou rire. Alors, il dit « Vous moquez-moi » Et il y a une dame qui arrive après, parce qu'il y en avait plein. Et alors, elle l'écoute comme ça. Elle regarde, puis elle fait « C'est bien les renseignements ici. » Oh, vous aviez même à la maison de la radio, vous aviez enlevé les vitres des portes qui coulissent. Et tous les types s'amusent pour ouvrir la porte, poussent la vitre et tous se cassaient la figure. C'est le principe de la peau de banane. On peut rappeler aussi l'histoire l'histoire d'un magasin d'auto-école qui est transformé en l'espace de 10 minutes en teinturerie. On avait tout prévu, et là, une petite jeune qui arrive, il dit « Vous voulez aller porter ça à tel endroit, on va faire une course. » Elle revient, et au lieu, à l'emplacement où il y avait l'auto-école, c'est une teinturerie, avec des gens qui rentrent et qui sortent, avec tout ça. Elle rentre, et on lui dit « Ça fait 2 ans que nous sommes là. » Alors, évidemment, voilà, la situation est posée. Moi, je me rappelle de sketch où Legras, il faisait le livreur. Non, enfin, il était chez lui, puis il y avait un type qui venait pour se faire payer, et il avait des billets ça, c'est un taxi, oui, et il dit « Attendez, j'ai pas la monnaie, je vous la donne. » Et alors, à ce moment-là, il soulève le rideau de fer,
Et dans le garage, il y a des, Voilà. il y a des billets qui sèchent. C'est ça. Alors il dit, en excusez-moi, prend ils un, sont pas secs. Voilà, il Hein? en prend, il dit non, celui-là est pas sec. Et l'autre fait, mais c'est trop simple. Et le gars lui fait, ah, croyez pas ça, le mal que je me donne. Le type, il dit, ah, vous avez trouvé le truc, vous. Ah oui, c'est merveilleux. C'était, on va dire, c'était aussi une France heureuse, Jean-Paul. Oui, Derrière tout ça, il y avait une France qui Bah, aimait... oui, mais on sortait d'une période heureuse. Vous savez, toute la période. Moi, j'ai connu la France qui était plus rien en 44. C'était des ruines partout. Et puis petit à petit, la France s'est reconstruite. Il y a eu le général de Gaulle qui était là, heureusement. Donc toute une période heureuse, hein, pendant jusqu'en 68, 69. Jusque-là, c'est vrai que c'est merveilleux. Et sur sa lancée, ça continue un petit peu, puis ça ne fait après ça que de décliner, malheureusement. Oui. Malheureusement. Oui, mais quand on dit, parce que je reprends encore ce titre, vous êtes formidable, parce qu'au fond, on dit au public, vous êtes formidable. Oui. Parce que... C'est le public. Oui, on a parfois tendance à dire aujourd'hui, on ne prend pas le téléspectateur pour quelqu'un de très intelligent, parfois, dans certaines émissions. Là, on voit qu'à l'époque, il y avait quand même l'envie que la télévision se fasse avec les gens. Je suis passé, il n'y a pas si longtemps que ça, sur une chaîne concurrente, si je puis dire. Et il y a des gens qui ont, comme je racontais mes histoires comme je fais là, et il y a Daniel Guichard, le chanteur, que Oui, vous avez dû bien interviewer sûr. forcément. Et donc, Daniel a envoyé, a dit, la différence qu'il y a entre aujourd'hui et cette époque de Roland Bellemare, c'est que on sentait qu'ils aimaient le public. Oui. On sentait que ce qu'ils faisaient, c'était pour le public. Oui. Ben, vous ne faisiez pas ça pour le fric. Non. Il n'y avait pas comme aujourd'hui des boîtes de production avec des gros salaires. Mais pas du tout. On a gagné très bien notre vie. Hein. Oui. Et moi, d'ailleurs, je suis parti au moment où Bellemare a fait son téléachat, alors avec lequel il a gagné beaucoup d'argent. Beaucoup plus que moi qui suis parti à ce moment-là. Ben, avant, vous ne gagniez pas un rond. Enfin, alors non, mais enfin, si, enfin, on était... Vous savez pourquoi on était bien payés? Parce qu'on faisait beaucoup. Et j'en ai profité. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, j'ai décidé de dire, prends tes vacances comme si c'était les dernières. Et à partir de là, j'ai vidé mes tiroirs chaque fois qu'on partait en vacances. Eh bien, vous savez, ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de prendre le Concorde 3 fois. Ouah. Ben, finalement... 3 ouais. fois. J'ai été à Rio, Paris, Dakar, Rio, 3 fois. Quand vous êtes à 22 km en haut, vous regardez par le hublot, vous voyez la Terre comme ça. Moi, j'ai vu la Terre ronde. Vous voyez l'horizon qui fait ça. Hein? On avançait à Mach 2,2. Ça vous dit rien? Ouais. Mach 2,2. Ah oui. Il faisait 22 à l'intérieur, donc 22. De quoi me souvenir du Ouais. Concorde impérissable. On partait à 11h du matin, puisque je l'ai pris 3 fois. Une fois Rio, 2 fois pour New York. On partait pour New York à 11h du matin. On déjeunait le midi dans le Concorde. Et on arrivait à 8h le même matin à New Là, York. vous vous êtes dit ça. Alors là, après ça, il peut rien m'arriver. Hein, Voilà, vous avez c'est tout ce vu. que j'ai dit. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Tout pourrait imploser quand vous étiez à 22 km en haut, voyant la Terre ronde au-dessus de vous. Vous disiez, on peut imploser, Ouais. disparaître. Et nous, pendant ce temps, moi, quand j'étais gamin, on regardait la télé, il y avait une pendule. Ah bah oui. Et on voyait les secondes qui passaient, on attendait que ça commence. ouais. Hein, la fameuse pendule. Bah oui, bien sûr. C'était bien comme ça. connu, oui, oui. Il n'y avait pas beaucoup de moyens. C'était la télévision qui s'inventait avec quoi? De briques et de broc. Ben, vous savez, sur un plateau, ce qu'il y avait, il y avait l'accessoiriste qui faisait tout. Popol, bon, j'ai connu Popol, tout le monde a connu dans le noir et blanc, il y avait Popol. Oh, Popol, tu veux nous arranger ça? Alors il arrangeait les trucs, c'est pas à moi de faire ça, on faisait tout Oui. ensemble. Qu'on disait, tiens, il faut un interlude avant que l'émission commence, c'est-à-dire qu'il y avait un petit train avec un rébut. Ah oui, le et puis on rébut, fait ça, tourner un oui. petit train, on filme. Oui, C'est ça, oui. la Oui, télé. c'était ça la télé, oui, c'est vrai. Oui, oui, on a connu tout ça. Ouais. Et beaucoup de nostalgie, et une nostalgie heureuse, Jean-Paul. Heureuse. Ah oui, je n'ai pas de mauvais souvenirs. Je les ai effacés. On en a comme tout le monde des problèmes, il arrive dans la vie, vous savez. Le problème de vieillir, c'est de voir disparaître des gens qu'on aime. Jacqueline Cora, il y a quelques jours, qui était une amie à nous. C'est pareil qui s'en va, et puis les uns après les autres, quoi. Bon, parce que voir disparaître des gens, c'est très dur, parce qu'un jour,
tout le monde sait que vous êtes mort, sauf vous. C'est vrai. Ouais. Et c'est la seule phrase qui fasse rire sur la mort. Mais elle Oui. fait rire parce que c'est vrai, personne n'est jamais venu dire le contraire. Non, mais comme vous avez 93, vous l'avez dit, Jean-Paul, la radio a fêté ses 100 ans. Vous avez presque l'âge de la radio. Mais ah bah oui, quasiment. Oui. 93, oui. Oui, quand vous êtes arrivé, la 28. radio existait depuis 7 ans. Bon, c'était Voilà, le début, c'est ça, hein. oui. Ouais, je vous dis, mon père a été un des premiers, en effet, à avoir la TSF. Ah, fallait trouver le bon poste, le bon endroit pour être en équation, pour pouvoir entendre quelque chose. Et puis, de temps en temps, ça se mettait à siffler. Le Larsen, Monsieur Larsen, oh le terrible bonhomme, Monsieur Larsen. Mais comment vous expliquez que tout ça est mythique? Alors, il y a toutes vos émissions, bien sûr, Jean-Paul, mais il y a Monsieur Cinéma de Tchernia, il y a la Piste aux étoiles, il y a les Shadocks, il y a... voilà, tout ça est incroyable. Surtout sur une chaîne. Quand vous dites ça, tout ce que vous venez de dire, c'était sur une chaîne. Et puis, le deuxième est arrivé, Couleur, deuxième chaîne Couleur. Et puis, le jour où on a inventé le zapper, tic-tic, j'ai dit c'est foutu. Ah la oui. télévision ne sera plus jamais... Ah, vous avez dit, le zapper, c'est foutu, là. Ah Ça ben vous oui, a pas ben oui, emballé, parce ça. que vous restiez sur place, on fait ça, on éteint. Hein. Parce Avant, il fallait se qu'avant, lever pour appuyer lever. sur- Fallait se lever pour appuyer sur le tourner le bouton. bouton. Ouais. Mais il y a un jour, d'ailleurs, un type qui m'a demandé, qui m'a dit, je peux pas voir Zitrone. Alors, quand je le vois, je me lève et je vais tourner le bouton. Puis je rallume et je lui fais, t'es encore là? Et hop, je le refais. Alors, elle m'a dit, est-ce qu'il me voit? Parce que pour Ah oui. lui, le Ah oui. système était simple. Il C'est un pensait bouton qu'on qui le- s'allumait. Oui. Ah oui, que ça éteignait une lumière quelque part. Le mystère de la télé Oui. existait à Il n'y avait l'époque. pas Internet. Alors, vous receviez des lettres, beaucoup, quand même. Ah oui, hein. oh, énorme, oui, beaucoup de choses. Vous savez, quand il y avait une panne d'électricité, ou quand il y avait un comédien, c'est arrivé en direct, parce que c'était du direct, tout ça, faut jamais oublier, c'était là. Et puis alors, ça donne un pep extraordinaire, le direct. Ça vous force, ça vous force à vous multiplier. Vous êtes Bellemare en direct, c'est pourquoi je dis la concentration de Bellemare, parce qu'il parlait, Pierre, c'est le seul que j'ai vu faire ça. Il continuait de parler, et on voyait que là, il voyait les caméras qui se mettaient en place pour l'enchaînement. Et tant qu'elles n'étaient pas en place, il continuait, il enchaînait, il disait, eh bien maintenant nous allons passer à la séquence suivante. Ah oui, formidable. Ah ben, une fois, à la caméra visible, vous aviez piégé une speakerine, je ne sais plus laquelle. Jacqueline Cora. Jacqueline, elle croyait que... Vous lui faites croire Cora, qu'elle est on à l'allait- l'antenne et ça n'en finit plus. Voilà, ça finit plus. Et il y avait Hein? un pompier qui rentrait, c'était Jacques Legras. Mais ça, manque de chance, enfin, pour ce qu'on voulait faire, elle l'a reconnu. Elle a dit « Bonjour, monsieur Legras ». Non, c'est vrai. Non, le direct apportait beaucoup, Oui, je crois. mais il y avait aussi des pannes, attention. Ah bah oui. Ah oui, bah, puis, heureusement, il y avait un téléphone. Ah pour- ben, il y avait les coupeurs de films. Oui. Alors donc, on tombait sur la... Mais il y avait au moins un contact, ne serait-ce qu'avec... Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je vois, il y a des coupures dans les films, quelquefois, ça arrive. Bon, il n'y a plus personne, il ne se passe plus rien. Et même pour téléphoner avant, on pouvait téléphoner, on disait, attention, le standard a sauté, le standard a sauté rue Cognac-G, il faut faire quelque chose. Vite, la speakerine. Et hop, la speakerine arrivait. Elle s'est excusée. Il y avait un contact. Ouais. Ah ben, je me souviens Qui d'une- n'existe ouais. plus. Je me souviens de Guy Lux, une émission où il demandait aux gens d'allumer les lumières chez eux pour Ah oui, qu'on puisse voir la hausse de tension, pour savoir pour qui il votait comme chanteur. Il fallait allumer la lumière. Mais vous savez qu'on a failli, à cause de cela, au moment où Cerdan est devenu champion du monde. Je ne sais plus en quelle année c'était enfin, je ne sais plus. C'était juste au début de la télé, dans les années 55. Et donc, il y avait... C'était à 3 heures du matin, traduction les États-Unis, et le type sont en train, dans l'usine où on contrôle l'électricité, le type est là tranquille, puis d'un seul coup, il voit qui monte,
Il appelle ça. Alors il dit, il va falloir que je mette en route la bécane à côté. Hop. Et alors il la met en route. Et puis ça continue, ça continue. Les gens se levaient à 3 heures pour la chasse d'eau et puis la lumière. Ils ont failli faire sauter tout le secteur à cause de cela. Ben oui. C'est le match de Cerdan, tout le monde voulait écouter, moi-même, me suis levé. On n'avait pas prévu cette chose-là. Ah, oui, oui. Et alors, la première retransmission internationale, c'est Jacqueline Cora avec le couronnement de la reine Elisabeth. Ah oui. Qui faisait le commentaire, parce qu'elle parlait bien anglais. Ah oui, tout à fait. Oui. Et puis Citrone, incontournable. Ah, oui, mais alors, est-ce qu'il avait ce fameux caractère dont on dit Léon, Big Léon? Big Léon, oui, Big Léon. C'était pas facile, il disait, monsieur ou madame, en fonction, je vous raye de la liste de mes auditeurs. Fallait oser dire des choses comme ça. Et alors, Drucker, tiens, un mot. Vous l'avez vu arriver, timide. Michel, merveilleux. Moi, je l'ai vu arriver chez Marcillac, justement. J'ai vu, nous avons un jeune reporter, etc. C'était Michel. C'est sa première fois qu'il est passé. Il vient de me prendre dans une de ses émissions, là, et pour mon livre. Et comment dire, j'aime bien Michel parce que il se rappelle bien de tout ça aussi, lui. C'est un fidèle. Ouais. Et j'aime la fidélité. Ouais. Alors, vous avez toujours été fidèle. Oui. Avec Bellemare, quoi, 40 ans. 30 ans. Oui, 30 ans de la société, mais je le connaissais 5 ans avant. Donc, pendant 35 ans, avec alors, lui. Votre meilleur souvenir, Jean-Paul, de télévision, je sais pas, de radio? Il y en a eu trop. Il y en a trop? Il y en a trop. C'est difficile de se focaliser sur quelque chose. Ouais. Si vous me demandez quelles sont les émissions que vous avez préférées, c'était des énigmes. Car j'étais un grand spécialiste des énigmes. Des énigmes historiques, d'ailleurs. Vous avez fait des J'ai fait des... Et ça, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que je faisais une énigme, je ne le disais pas Bellemare, mais je le faisais jouer. Et c'était le meilleur candidat qu'on ait jamais trouvé. C'était le parangon des joueurs. Voilà. Ouais. Ah oui. Et alors, je faisais des énigmes et on les testait... avec Pierre, avec Bellemare. Ça encore, c'est une idée de Jacques-Antoine. Ouais. Jacques-Antoine avait eu l'idée de faire des énigmes à l'image du Sphinx. Mais Jean-Paul, en un mot, vous êtes comme, je disais, un gamin, mais vous vous dites encore c'est magique. Oui. La radio, la télé, tout ça, pouvoir parler aux gens, être leur ami, rentrer dans leur intérieur, accompagner leur vie. Leur donner du bonheur. Bien sûr, c'est ça, surtout ça. Les distraire des soucis. Quand on arrive, c'est bien. Alors on arrive, on dit, les voilà qui arrivent. Avec leur sourire et ma moustache. Ah, ça c'est un accessoire indispensable, la moustache. Alors un accessoire, vous savez que quand j'ai été célèbre, elle était rousse. Oui. Elle était rousse. Mais comme c'était du noir et blanc, on ne le savait pas. Et après ça, comme elle a blanchi avec la couleur, on n'a jamais su que j'étais un rouquin. Mais là, je peux vous le confirmer. Ouais, la moustache qui change de couleur. Jean-Paul Rouland. Un roman à caractère très, très personnel, absolument magnifique, qui s'appelle « Bon papa, pourquoi t'es pas mort à la guerre ?» En tout cas, nous, on est contents que vous soyez là. Mais moi, je suis heureux d'être là. Partagez toujours la même fougue. On va vous demander votre secret de bonheur, Jean-Paul, votre secret de vie, d'énergie. Vous savez, c'est la bonne humeur. Mon secret, c'est la bonne humeur. Je n'ai gardé que la bonne humeur. Le mot mauvaise humeur, je ne le connais pas. Je ne suis jamais de mauvaise humeur. C'est important. C'est la joie de vivre, la joie de respirer, la joie d'être là, même s'il pleut. Hein, comme à chanter traîner. Ah, tiens, là, une petite chanson de traîner pour nous quitter. Vous chantez bien. Oui, c'est la vie qui va toujours. Vive la vie, vive l'amour. C'est la vie qui vous appelle comme l'amour. Elle a des ailes, oui, c'est elle qui fait marcher la joie. Quand tout vit, c'est que tout va pour oui et pour moi. Voilà. Charles Trenet. Charles Trenet. Jean-Paul Rouland. Magnifique. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci. Merci à vous.